Bonjour. Le thème de cette première table ronde est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est comment toucher l'international à partir de Paris. Beaucoup d'opérateurs français ont essayé de gagner l'international dès le 19e siècle. En fait, Paul Durand-Ruel, le grand marchand des impressionnistes, a ouvert en 1870 une galerie à Londres et en 1887 à New York. Et tout simplement parce qu'il devait absolument trouver une clientèle pour ces artistes qui n'avaient pas l'heure de plaire aux collectionneurs français à l'époque. Donc il devait aller au-devant d'une clientèle mieux disposée. Les commissaires-priseurs, eux, ont beaucoup plus tardé à prendre conscience que l'international est important. Ils ont raté un rendez-vous avec l'histoire en 1963 en ne rachetant pas la maison de vente américaine Park Burnett. Et on connaît la suite. Sotheby's, qui était une maison de vente britannique, a acheté cette société et elle est devenue une multinationale, comme sa rivale Christie's. Et pendant des années, ce qu'on entendait en France, c'était qu'il y avait un plafond de verre pour les opérateurs français, qu'ils soient galeristes, qu'ils soient commissaires-priseurs. On avait l'impression que leur périmètre et leur horizon étaient totalement rétrécis. Aujourd'hui, on ne peut absolument plus penser en termes locaux uniquement. Tous les opérateurs français ont bien compris qu'il fallait gagner l'international, toucher les marchés émergents. Pour les galeries, c'est indispensable de s'internationaliser pour pouvoir internationaliser ces artistes, notamment les artistes français. Pour les commissaires-priseurs, c'est aussi indispensable de toucher l'étranger, puisqu'aujourd'hui, 40 à 50% des acheteurs dans les maisons de vente françaises sont internationaux. Donc, pour partir à la conquête de ces nouveaux territoires, il peut y avoir plusieurs stratégies selon les moyens, selon l'objectif visé. Donc, pour les évoquer, nous avons réuni Nathalie Obadia, une galeriste parisienne, qui a ouvert il y a 10 ans une antenne à Bruxelles et qui participe à quantité de foires, notamment sur les marchés émergents, et qui va publier bientôt un livre l'an prochain sur le marché de l'art. À sa gauche, Martin Guéné, qui est le directeur Europe de la maison de vente Arcurial, mais une maison de vente qui dispose de 5 bureaux en Europe et qui organise des ventes à Monaco. Et puis Alexandre Millon, qui officie, qui tape du marteau en France évidemment, mais depuis 2012 à Bruxelles, et qui organise aussi pas mal de ventes, que ce soit à Dubaï, au Maroc, dans pas mal de pays avec des partenaires locaux. Alors, comme la première présentation de Pontus parlait beaucoup d'Internet, d'Instagram, des réseaux sociaux, est-ce que, à l'heure de la communication digitale, est-ce qu'il faut quand même aller physiquement au-devant des acheteurs étrangers, comme vous le faites tous les trois ? Oui, je pense que c'est la spécificité de notre métier de galeriste, de marchand, c'est d'être incarné par une personnalité. Et même si nous avons des antennes à l'étranger, si effectivement les réseaux sociaux sont de plus en plus présents, je crois que la rencontre entre le directeur, le propriétaire de la galerie, qui véhicule ses choix, est extrêmement important. Et ça aussi bien auprès des collectionneurs qu'auprès des directeurs de musée. Donc effectivement, la galerie participe à une dizaine de foires, et je dirais que c'est à peu près la moyenne de participation de la plupart des galeries internationales. C'est justement parce qu'on a besoin d'aller au-devant des collectionneurs, des critiques d'art, des conservateurs qu'on rencontre lors de ces voyages et de ces participations. Cependant, les réseaux sociaux nous permettent d'accélérer, d'amplifier les rapports entre justement les différents acteurs, mais ils ne peuvent pas suffire. Ils ne peuvent pas suffire. Et je pense qu'aujourd'hui, ils accompagnent ce que l'on voit, c'est-à-dire cette globalisation du marché avec ses spécificités. Mais si d'ailleurs les foires sont toujours tout aussi importantes, c'est parce qu'on a besoin de ce rapport entre
le propriétaire, le directeur de la galerie, l'œuvre d'art qui est là présente, et l'acteur qui est celui qui va décider. Et juste pour terminer, je voulais juste dire que Paris a beaucoup changé depuis 10 ans. Et même si on était obligé de vadrouiller dans le monde entier, c'est devenu une grande capitale internationale de l'art. Je pense que c'est la place la plus importante aujourd'hui en Europe continentale. Je mets Londres à part et on verra ce qui va se passer. Et d'ici, on peut faire maintenant beaucoup de choses grâce au maillage des galeries à la fois internationales qui se sont importées et le professionnalisme de certaines galeries françaises, ainsi que la foire qui en est, la FIA qui en est le reflet. Évidemment le programme des galeries, des musées et des fondations. Donc autant, je pense qu'il y a une dizaine d'années, on était vraiment obligé de sortir, ce qu'on fait d'ailleurs aisément, mais de Paris, on peut déjà faire aussi beaucoup de choses. Ce que tu es en train de dire, c'est que la clientèle étrangère vient spontanément à Paris, beaucoup plus facilement, hors événement, hors événementiel, hors FIAC, hors vente exceptionnelle. Justement, les ventes aux enchères, moi je me souviens, c'était les grands débats avec les collègues. Je trouvais que c'était très bien que Sotheby's et Christie's, entre autres, fassent des ventes de prestige à Paris parce que ça permettait d'être un rendez-vous. On est suffisamment allé à New York ou à Londres pendant ces fameuses semaines pour savoir que moi, c'était quand même une période extrêmement active. Donc je trouvais un petit peu dommage que Paris ne puisse pas en profiter. Donc on le fait. Puis il y a aussi des maisons aux enchères françaises qui se sont, on va dire, tout à fait relevé pour être au niveau de ce qui se passe avec Sotheby's et Christie's. Et c'est vrai qu'en dehors même des événements que sont la FIAC, Paris est devenu aujourd'hui un point de passage. Un point de passage, et on s'en rend compte certaines galeries peuvent dire qu'elles voient moins de visiteurs, ce n'est pas vrai. Si on fait des expositions, si on communique bien autour de ces événements qui sont de qualité, aujourd'hui, les acteurs que sont effectivement les collectionneurs comme les responsables institutionnels passent par Paris. Est-ce que vous avez le même sentiment tous les deux, parce que vous êtes dans une autre triangulaire, ou peut-être la relation galeriste-collectionneur qui est très importante, galeriste-artiste-collectionneur est très importante. Vous êtes un métier plus de service. Est-ce que vous adhérez au point de vue de Nathalie ? Absolument. Non, et puis je ferais même l'éloge de Paris, parce que les choses ont vraiment radicalement changé. Je veux dire, aujourd'hui, des mots et des valeurs comme globalisation, multilatéralisme, la solidarité, l'éthique, tout ça, c'est des mots qui ont encore de la valeur et qui sonnent dans le monde de l'art et son marché. C'est des mots qui, aujourd'hui, sont combattus. C'est aussi, et je dirais vraiment aussi, et j'insiste sur ce côté géopolitique, disons aussi, et politique de la culture et de l'art. Et Paris, aujourd'hui, est un rempart, clairement, est un rempart de liberté, et aussi un rempart, je dirais aussi au niveau de... Alors je vais peut-être surprendre certains, mais aussi au niveau de la législation, pardon. C'est mon côté allemand parfois qui fourche ma langue. Et moi qui suis alors vraiment européen né, parce que je bin Deutsch-Franzose, je suis très heureux et je pense qu'aujourd'hui on a une vraie carte à jouer à Paris. Paris est attractif, Paris a une offre culturelle absolument inégalée dans le monde. La FIAC l'a encore prouvé aussi, la force, donc aussi économiquement aujourd'hui le marché est à nouveau présent à Paris. Et donc aujourd'hui, alors pour revenir aussi à notre métier, et Art Curial, qui est effectivement la maison que je représente ici, s'est donné il y a 15 ans quand enfin, il faut le dire enfin, la France a intégré, je dirais, le marché international, parce qu'elle s'est exclue quand même pendant des années, il ne faut pas l'oublier, du marché international qui s'est construit par-dessus elle, entre New York et Berlin, l'Allemagne, Londres. Et donc, aujourd'hui, le marché est ouvert et on a une vraie carte à jouer. Et donc, aujourd'hui, Art Curial se positionne comme la maison. Disons, il faut dire aussi que Paris est la seule ville au monde où Sotheby's Christie's ont un compétiteur à leur niveau, et c'est Art Curial. Donc, ça nous donne une légitimité, et c'est ce qui nous pousse à nous exporter, évidemment.
Alors, je suis d'accord pour la légitimité. Je pense qu'Alexandre va dire à peu près oui, sauf que j'ai envie de rajouter que partir à l'étranger, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut condamner parce que Paris reprend du poil de la bête. Donc parce que sinon, c'est revenir un peu à la mentalité des années 50 en pensant que voilà, notre marché, notre image est formidable et donc l'étranger n'est pas aussi important. Je suis assez d'accord avec Alexandre. Je reviens à ta question de départ, c'est-à-dire est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que l'Internet finalement justifie le fait de pouvoir partir aller s'installer à l'étranger ou pas? Je dirais qu'on pourrait légitimement se poser la question, effectivement, aujourd'hui, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation de cette petite chose-là qui a changé, mais finalement c'est assez récent, complètement nos modes d'achat. La première des choses qui a été pour moi le déclencheur de partir, d'abord c'était de prendre conscience que les Français l'avaient quasiment jamais fait, ou jamais voulu le faire. Je pense que la première des raisons, c'est typiquement français, c'est-à-dire que la barrière de la langue, à mon avis, a retardé beaucoup d'échéances ou de projets ou d'ambitions. Et puis c'est le fait de constater que dans la clientèle, tout simplement d'une maison de vente, bien on s'aperçoit que beaucoup de nos acheteurs-vendeurs se retrouvent à des endroits bien précis, qu'il faut aller à leur rencontre. On ne peut pas y aller d'une manière seulement digitalisée. Parce que lorsque l'on parle, par exemple, de Barnaby's ou que l'on parle des maisons de vente qui aujourd'hui ne sont que digitalisées, se pose quand même très clairement le problème du relais de la garantie. Donc si vous vous retrouvez sur une marketplace qui n'est pas fiable quant au choix de ses intervenants qui offrent des garanties à ses acheteurs, vous vous retrouvez quand même face à des vrais problèmes. Et je me souviens des guerres de clochers qui se passaient entre la salle 8 et la salle 9 ou la salle 12 de Drouot, parce que tout simplement, au moment où on lançait, je me souviens très bien du moment où se lançait l'équivalent de ce qui est aujourd'hui le Drouot Live, voilà, il n'était pas question que Maître Machin se retrouve avec la même commode que Maître Tartampion, alors que c'était la salle qui était à 3 mètres, hein, c'était quand même vraiment quelque chose comme ça. Partir à l'étranger aujourd'hui, ça a du sens parce que d'abord, il est peut-être un petit peu temps qu'on apprenne à vivre autrement dans le recrutement de notre marchandise, dans la connaissance de nos acheteurs et dans les garanties que nous avons à leur offrir, sachant que, tu disais tout à l'heure que Paris était a longtemps été un rempart. Il l'est aussi parce qu'il est resté extrêmement fermé pendant très longtemps, que cette législation qui enferme les commissaires-priseurs dans beaucoup d'obligations, ces obligations finalement ont donné des habitudes, et ces habitudes-là, lorsqu'elles sont à re-rendre à l'étranger, ou à revivre à l'étranger, on part du plus important ou du plus compliqué à défendre comme droits et obligations, pour offrir une meilleure garantie à nos acheteurs. C'est ça l'idée, hein, principalement. Donc quand on vend, par exemple, à Bruxelles, on se dit que nous, on se tient à nos remparts, ou en tout cas à nos duretés d'obligations françaises. Voilà. C'est un bon argument, justement, cette dureté de législation française est un vrai argument pour obtenir des collections étrangères, notamment. Là, tu vas vendre bientôt une collection espagnol, précolombien. Voilà. Est-ce que toutes ces histoires de garantie ont vraiment joué c'est exactement ce qu'on se disait en imaginant que Paris reprenait du poil de la bête. C'est vendre là où le marché l'exige. Ça, c'est notre créneau, notre credo. Et on essaye d'imaginer qu'en offrant des places de vente qui sont les meilleures à certains endroits, voilà. Alors l'art précolombien, très précisément, Paris prend une très belle position en ce moment. Alors lorsque les musées espagnols ne se sont pas positionnés, n'ont pas pu se positionner et ont pu permettre à cette collection de lui délivrer les certificats qu'il fallait, voilà, naturellement cette collection vient à Paris. Ah, puis c'est vrai que l'expertise aujourd'hui, on le voit très concrètement. Par exemple, les acheteurs chinois en art asiatique, ils viennent à Paris, ils se font confiance en notre expertise, clairement. Plus que dans leur expertise en absolument. Chine, clairement. Donc c'est très très important ce point. Et c'est là où on parle on parle beaucoup de relevance, disons, au niveau recensement et tout ça, mais la crédibilité est aussi extrêmement important. Et nous sommes crédibles. Et donc c'est important. Alors, Alexandre et Martin, vous avez deux stratégies différentes de conquête. Radicalement opposées. Alexandre, radicalement, je ne sais pas, mais en tout cas, Alexandre,
tu as pris la décision de créer une maison de vente à la suite d'une maison de vente qui a fermé, Berger et Associés. Vous êtes 2 opérateurs français. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien, mais c'est quand même simultané. Donc, vous êtes deux opérateurs français seulement à tenir le marteau avec une maison de vente à Bruxelles. Et toi, Martin, avec Arcurial, vous avez plutôt pris le parti d'ouvrir des bureaux, d'avoir des structures plus légères. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de ces 2 façons de faire, de ces 2 dispositifs? Je présume qu'il y a une raison financière, économique derrière le choix d'avoir plutôt des bureaux qu'une salle de vente. Arcurial a beaucoup moins d'argent à dépenser que moi. Ça doit être une des raisons importantes, je pense, bien sûr. Alors justement, Alexandre, qu'est-ce qui a fait, parce que tu le dis très justement, Arcurial est une plus grosse maison, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'ouvrir une maison de vente? Quel est le coût pour ouvrir une structure de ce type? Disons que c'est compliqué quand on imagine les installations physiques qu'il faut pouvoir développer avec salle de vente et donc du coup une permanence donc, qui implique des effectifs qui sont là régulièrement. Tu m'as demandé d'être très concret, donc c'est difficile de ne pas mettre au départ sur 2 ans 400 ou 500 000 euros pour espérer ouvrir quelque chose qui soit crédible en termes de publicité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça veut tout dire et rien dire, puisque l'on sait très bien que voilà, le marché de l'art vous offre parfois des chances de trouver des objets extraordinaires, et ceux-ci payent pour toute cette publicité que vous avez pu mettre en place pour recruter un volume de petits objets. Le positionnement d'Arcurial sur le lot moyen qu'il cherche à recruter, évidemment, n'est pas le même que le mien. Et donc, à ce titre-là, évidemment, l'ouverture de bureau, Martin, je ne la comprends pas. Je vous dis très clairement. Arcurial. Je rappelle quand même une chose, Arcurial est une très jeune maison. On l'oublie. On l'oublie, on a juste 15 ans. Et regardez le chemin parcouru. Donc, nous sommes dans une logique, une stratégie, disons, on construit petit à petit. On a d'abord, je dirais, construit la France et, disons, et notre position parisienne. Une fois cette position parisienne acquise, ben, évidemment, il était très vite évident qu'il fallait aller... déjà là, le plus près, c'est Bruxelles, clairement. Je veux dire, c'est presque le même pays. On partage énormément de choses. Je veux dire, mais je veux dire, on partage beaucoup de choses. Parce que là, on parle la même langue, disons, en petite partie, parce qu'aujourd'hui, le flamand est beaucoup plus important que le français, effectivement. Nous avons en parallèle aussi toujours eu une présence à Monaco, très importante. Et puis de Monaco, on est très vite et simplement en Italie. Et l'Italie, je dirais, là aussi, culturellement, on est un peu dans le même rayon, on est dans les pays latins. Je veux dire, et Milan aussi, ouvrir Milan, ça a été une opportunité. Là aussi, chez nous, c'est toujours des opportunités qui font que le développement se fait. Et donc, un local, des personnes. Alors là, je reviens aussi à ce que disait... C'est quoi le coût pour avoir tous ces bureaux? Ce que disait Nathalie, c'est qu'il faut des personnes et des locaux. Oui, et ça beaucoup, justement. Ça coûte de l'argent, ça coûte... Alexandre a donné... 300 000 par an, par bureau. Par bureau, 200, 300 000 euros par an. Pour ouvrir la porte le matin et pour le laisser ouvert. Maintenant, après, il faut l'animer. Et on l'anime alors à travers nos ventes, à travers ce que nous proposons à Paris. Donc c'est aussi... Pas vos ventes, justement. Non, nos ventes à Paris, oui, c'est ça. J'entends bien. Et puis, le pas le plus, je dirais, important, et aujourd'hui stratégiquement, et tout ça, là je parle de croissance interne. Donc tout ça, c'est une croissance que nous menons avec nos moyens, nos propres moyens. On ne fait ni appel
à un actionnaire, ni à de l'argent extérieur. C'est notre argent, c'est l'argent qui rentre dans les maisons et que nous dépensons. Vous avez déjà un gros actionnaire. Oui, mais l'actionnaire, mais l'actionnaire n'intervient pas du tout financièrement. Hein. Je veux dire, on est une maison qui a ses propres ressources. Et donc, avec ces ressources, nous avons ouvert donc la Belgique, l'Italie, et alors depuis 3 ans maintenant, nous sommes allés vers l'Allemagne. Mais est-ce que, on reviendra sur l'Allemagne, mais est-ce que l'idée c'est d'ouvrir quand même une maison de vente ailleurs? Absolument. Disons, la croissance externe, évidemment, n'est pas du tout exclue. Et dès qu'il y a là encore une possibilité ou une opportunité qui se montre, ben on va y aller. C'est comme, dire, nous sommes allés dans un autre métier aussi pour comment dire, profiter de synergie dans ce métier qui est le nôtre, c'est l'intermédiation. C'est l'achat de John Taylor, le groupe immobilier qui nous appartient aujourd'hui et à travers lequel nous sommes aussi, c'est l'idée du réseau, parce que ils sont présents en Suisse, ils sont là où on n'est pas, ils sont en Espagne, ils sont au Moyen-Orient. Donc tout ça, ça nous ouvre aujourd'hui des perspectives à travers des métiers qui ne sont pas les mêmes, mais nous avons les mêmes clients, je dirais, les mêmes structures. Pardon, Ouais, non, c'est pour mettre les pieds dans le plat. En fait, la grande différence, c'est que moi, je reste persuadé qu'on ne peut pas aller dans un endroit, dans une région particulière, en leur expliquant, ben voilà, je viens, c'est un petit peu valable pour Internet d'une manière beaucoup plus abstraite. Alors, j'arrive, je vous offre mes services d'expertise et je repars avec. Voilà. Non, mais c'est juste... C'est un peu évidemment ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que moi je voulais pas arriver dans un endroit en disant voilà ce que je vais trouver, je vais essentiellement et d'ailleurs je n'aurais pas d'autre option que d'aller le vendre, revenir le vendre. Là il y a quand même une nuance, là il y a quand même des bureaux. Il y a des personnes physiques qui sont là, qui sont des interlocuteurs toute l'année. Là, je peux imaginer que tu parles d'autres structures qui tiennent le marteau juste de manière ponctuelle à Bruxelles. Vous aimez bien les chiffres, on laisse 90% de ce qui nous est proposé dans le pays. Alors vous les vendez où? Ça veut dire quoi? Mais vous les prenez 90% passer un partenariat, Martin. Oui, non, mais 90% de ce qui est proposé à Munich ou à Vienne, c'est pas du tout pour notre marché. Ah, et là, on va parler peut-être aussi à un moment donné des difficultés. Mais ça, on va en parler. Mais maintenant, j'aimerais bien que Nathalie parle aussi de son expérience, parce que vous êtes à peine une dizaine de galeries françaises à avoir décidé d'avoir une bouture à l'étranger. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à le faire, sachant que c'est difficile et c'est très cher, je présume, la galerie à Bruxelles? C'était il y a 10 ans, donc Paris n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Et effectivement, j'ai eu envie d'aller à l'étranger, parce que contrairement à ce que vous disiez, la Belgique n'est pas du tout un pays francophile. Je me rendais compte que je connaissais beaucoup de collectionneurs belges et qu'ils venaient très peu à Paris, ils allaient plutôt à Londres, à Berlin ou à New York. Donc il y avait très très peu de visites. Et je me dis c'était un petit peu dommage, je les rencontrais une fois par an là à Bruxelles. Ce sont des collectionneurs réputés pour être extrêmement curieux de la création artistique, très acheteurs. Donc c'était un petit peu dommage de ne les voir qu'une fois par an. Et impossible de les faire revenir ici. Donc j'ai choisi Bruxelles, je m'étais posé la question avec Berlin à l'époque, comme quoi, vous voyez, les choses changent vraiment très vite. Berlin, il y a 10 ans, était au contraire la ville extrêmement dynamique, où il se passait beaucoup de choses, des artistes y habitaient, des grandes galeries, des visites justement de tous les conservateurs du monde qui allaient voir un petit peu ce qui se passait. Le problème, et on le sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de marché. Voilà, il n'y a pas de marché berlinois, il n'y a pas de collectionneurs dans la région. Ils sont restés dans la Ruhr, à Stuttgart ou à Munich. En tout cas, Berlin, on le sait aujourd'hui, est une plateforme surtout pour les artistes. Et encore, c'est plus compliqué parce que l'immobilier est devenu cher. Donc Berlin, ça ne me plaisait pas trop. Donc j'ai dit Bruxelles. Et j'étais très heureuse d'aller là-bas. Alors évidemment, il y avait aussi une grande différence de loyer, c'est-à-dire que c'était 3 fois moins cher. Le loyer que je payais à l'époque à Paris, pour la même pratiquement dimension, c'était 3 fois moins cher. Par contre, contrairement à ce qu'on croit,
les salaires et les charges sociales sont plus importantes qu'en France. Ça, on dit toujours qu'en France, on paye beaucoup de charges sociales, donc vous les pratiquez aussi. Donc ça, c'est une fake news d'une certaine manière, parce que franchement, aussi, la législation sociale est vraiment dure, difficile. La Belgique n'est pas une implantation économique, non. Pardon ? N'est pas une implantation économique. Voilà, donc on n'y va pas pour ces raisons-là. Bon. Et donc, moi, si vous voulez, de Bruxelles, ça m'a permis d'abord déjà d'exporter mes artistes français là-bas. Et grâce à la galerie, j'ai réussi ce que j'avais en tête, c'est-à-dire de les faire exposer dans les musées. Et c'est comme ça que, par exemple, Valérie Belin va avoir une exposition au musée d'Ixelles, à sa réouverture, que Fabrice Hibert a montré au MUCA d'Anvers. Il y a un autre artiste dont je suis la galerie principale, André Serrano, qui a réussi à avoir la première rétrospective mondiale au musée des Beaux-Arts musée royaux de Bruxelles. C'était d'ailleurs leur première exposition contemporaine à ce moment-là. Je ne parle pas après des artistes qui sont rentrés dans des collections privées belges. Je ne vous parle même pas des collectionneurs français exilés, parce que c'est toujours aussi pour ça qu'on me disait, mais t'es parti là-bas pour les retrouver. Je dis non, c'était pas ça, le marché... voilà, ils reviennent en plus très souvent. Voilà. En tout cas, bon, le marché belge était vraiment important, du côté flamand aussi. Donc au bout de 10 ans, on est vraiment très, très, très heureux de cette bouture, vraiment sur place. Voilà. Alors, ce qui m'étonne, et d'ailleurs on est au Centre Pompidou et je vais faire le lien, vous avez tous commencé votre stratégie d'internationalisation, je ne parle pas des foires, mais je parle vraiment des structures ou des bureaux, à 1h30 de Paris. Que ce soit à Monaco, que ce soit à Bruxelles, l'international aux portes de Paris. Le Centre Pompidou aussi, quelque part, a commencé à être international avec Malaga, Bruxelles, et Shanghai ne va venir que dans un troisième temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller à petits pas, commencer avec l'Europe et après voir plus loin? Ou est-ce que l'Europe, c'est le périmètre que vous imaginez viable uniquement? Parce que vous êtes peu nombreux, bon, je ne parle pas des maisons de vente, mais en tout cas des galeries, à avoir tenté Londres. Bon, on ne sait pas quelle va être la situation de Londres avec le Brexit, mais en tout cas à tenter New York ou à tenter l'Asie. Qu'est-ce qui fait que vous avez tous privilégié plutôt l'Europe que des marchés qui font rêver, parce que ce sont des marchés importants et qui sont des marchés en expansion? Je pense que si on veut ouvrir à l'étranger, il faut quand même être tout de suite bien placé. D'accord ? Donc ouvrir à New York aujourd'hui, bien sûr qu'on y pense tous à chaque fois qu'on va à New York 5-6 fois par an, on est sur Madison et on se dit pourquoi pas moi ? On va dire les choses d'une manière un peu comme ça. Voilà, les manières un peu franchement. Et puis en visitant les galeries américaines et puis les galeries françaises qui se sont exportées là-bas, disons que le rêve devient réalité. Donc on réfléchit, puis on se dit, bon, est-ce que j'ai vraiment envie, en étant quand même une galerie reconnue en France, d'aller au 2e étage d'un immeuble de Madison où il y a déjà une centaine de galeries sur 10 blocs, on en voit aujourd'hui juste la moitié. Est-ce que les artistes de la galerie français seraient heureux d'exposer dans ces conditions, ou est-ce que mon rôle n'est pas plutôt de leur trouver une galerie prescriptrice de New York qui va faire vraiment un travail de fond auprès des grands collectionneurs et des musées importants, parce que c'est ça, c'est ce qu'on cherche, c'est pas juste pour dire voilà, j'ai mon nom au de l'affiche, pour reprendre Charles Aznavour, c'est aussi le vouloir le meilleur pour ces artistes, est-ce que c'est moi qui l'offrirai dans des conditions qui seraient pas optimales, ou est-ce que c'est plutôt trouver des partenaires et qui vont le faire? Comme nous, par exemple, en France, mon rôle, je pense par exemple à André Serrano ou Michele Thomas, c'est de leur offrir une galerie qui est reconnue à Paris. Ils savent très bien, la galerie américaine comme Michele Thomas, c'est très bien que j'ai accès aux décideurs du pays plus facilement que si la galerie américaine était ici. Et on va aller un petit peu plus vite pour faire avancer son cas, on va dire. Justement, à une époque, et je pense que cette époque est révolue, mais les galeries françaises avaient été méfiantes vis-à-vis des galeries étrangères. Elles avaient toujours l'impression qu'elles allaient ne pas avoir un dialogue d'égalité avec les galeries étrangères lorsqu'un de leurs artistes rejoignait ces galeries. Est-ce que aujourd'hui, on peut vraiment avoir un dialogue d'égalité avec
tu parles de Lehman Maupin, qui est une grosse galerie américaine, qui est à Hong Kong aussi. Est-ce qu'on peut vraiment jouer jeu égal avec des structures qui, économiquement, sont plus puissantes ? Alors, je dirais oui, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Paris est devenu une place très importante et aucun artiste étranger aujourd'hui, donc américain, ne fera une exposition de seconde catégorie. Et je l'ai vécu. J'ai une galerie depuis 25 ans. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une galerie française qui était connue pour montrer beaucoup d'artistes américains, puisqu'il s'agit d'Indienne Templon. Et je me souviens très bien d'avoir vécu des négociations où on sentait pertinemment que la galerie américaine et l'artiste venaient à Paris, bon pourquoi pas, c'était sympathique et tout. Et d'abord ça passait après Berlin, ça passait après Londres et même après Madrid. Je me souviens très bien qu'à l'époque où l'Espagne était en pleine renaissance, c'était une ville où il fallait aller. Et très souvent, les artistes venaient exposer d'une manière extrêmement décontractée et pas avec des tableaux qui étaient formidables. Donc les collectionneurs français, il y en avait à l'époque, et les musées, forcément on n'allait pas aller acheter ces tableaux-là et aller directement à la maison mère à New York. Tout ça a complètement changé et l'artiste, puisqu'on parle de la galerie, mais même un artiste très bien accompagné prend ses décisions et un artiste aujourd'hui étranger et américain va en tout cas venir à Paris avec une exposition de première catégorie en sachant très bien qu'il y a des grands collectionneurs en France, des musées, des fondations, mais en plus avec les réseaux sociaux, tout se sait dans les 2 minutes. Donc il est impossible de faire quelque chose en catimini aujourd'hui. Dans l'autre sens, prenons l'exemple par exemple de Martin Barré. Martin Barré, tu l'as montré à Paris. Aujourd'hui, il est reconnu aux États-Unis, il est dans une galerie puissante. Le marché américain commande des prix qui ne sont pas les mêmes que sur le marché français ou européen. Du coup, est-ce qu'à un moment, l'artiste français qui rentre dans une galerie étrangère, est-ce que ces prix ne deviennent pas tellement prohibitifs que toi, galerie française, tu ne peux plus suivre parce que ton marché ne te permet plus de suivre ? Non, parce qu'aujourd'hui, les collectionneurs en France, le marché français suit. Voilà, donc un Martin Barré qui était à 40 000 € il y a 10 ans, aujourd'hui c'est 300, 500 000 € pour un très beau tableau. Les derniers ont été vendus en France. Voilà, donc non, le marché français suit. Et alors vous deux, justement, sur New York, je donnais l'exemple dramatique de Park Burnett qui n'a pas été acheté, le rendez-vous manqué. Est-ce que New York, c'est un rêve enterré ? Est-ce que c'est impossible aujourd'hui d'imaginer concurrencer Sotheby's, Christie's sur leur terre ? Je dirais que pour Arcurial, rien n'est impossible. Non, je pense pas. Il fallait commencer, c'était l'objet de ta première question, c'est par la Belgique avant de commencer à s'expatrier encore. Non, je dirais tout simplement qu'il faut pouvoir rencontrer, parce que c'est ce que vous disiez au début aussi, c'est une mission d'humain, c'est de l'humain. On a envie de plutôt voir le patron quand on a envie de savoir pourquoi est-ce qu'une marque défend quelque chose. Donc on pourrait plutôt penser on pense d'abord à travers celui qui a fait le choix de défendre quelque chose. Donc du coup, les personnes qui vont vous représenter, alors parfois on se trompe, parfois on a raison, mais on s'aperçoit très vite que les conditions d'éclosion à l'intérieur d'un écosystème cible, c'est quand même la personne qui va faire vivre son implantation à l'intérieur de tout ça. Et quand dans tu le veux cadre, dire l'implantation francophone, c'est plus simple. Oui, c'est sans doute plus simple pour pouvoir, engueuler le directeur qui est là-bas, j'imagine, ou lui dire bravo. Mais quoi qu'il en soit, parce que d'abord, la plupart de vos équipes dans la maison mère, elles vont rester aussi dans francophone, mais si on ne s'intéresse qu'à la langue. Mais quand on prend simplement quelles sont les prérogatives d'une maison de vente, à savoir la capacité à estimer, la capacité à vendre, c'est ce que aujourd'hui Arcurial ne fait pas pour l'instant, et puis que nous on essaye de faire aujourd'hui. Et puis après la capacité à essayer d'être un acteur culturel à l'intérieur de cet écosystème-là. Comment est-ce que je peux faire des conférences ? Comment est-ce que je peux pouvoir être présent dans la presse en apportant quelque chose d'autre que tout simplement vendre ou ne pas vendre. Et donc ça, on ne peut le faire qu'à côté de chez soi. Oui, mais on a finalement que 3 cases à remplir quelque part. Et ces cases-là, j'ai envie de dire que ça paraissait plus simple de le faire en commençant par Bruxelles, où avant d'aller attaquer New York, qui nous attend franchement pas. Et donc on ou en d'autres revient, villes, pas New York, Chicago. Non, mais on en revient à l'action humaine. Il y a des maisons de humaine. vente spécialisées. C'est aussi cette éternelle question, parce que l'anecdote veut, alors je ne sais pas si c'est vrai, que justement cette vente de Park Bennett, elle a entre autres échoué parce que les Français ne parlaient pas anglais. Disons.
Et c'est vrai que là aussi, les choses ont changé et ça a beaucoup évolué. Mais ce que dit Alexandre très justement, il faut savoir parler à nos clients. Donc, c'est pour ça qu'aller en Allemagne, c'est la première fois qu'une maison française le fait. Ça n'a jamais existé. Aber ich spreche Deutsch, ich bin Deutsch. Das heißt, c'est indispensable. And to speak English also. Anyway, but this is a very important point. Alors, I mean, justement, and when I speak English, you hear that I'm German. No? Yeah. Oui, tu as un accent plutôt allemand d'ailleurs. Tu mentionnes l'Allemagne. Là, pour le coup, il y a très peu d'opérateurs français qui ont essayé de s'implanter en Allemagne. En dehors du barrage linguistique, quelles sont les difficultés? Parce que là aussi, je présume qu'on ne vous attend pas. Non, nous sommes, et ça c'est une chose très importante, Roxana, je te remercie de dire ça, de me lancer là-dessus, nous sommes challengers. Ça c'est évident. Nous ne sommes pas du tout attendus, mais loin de là. Au contraire, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ces petits Frenchies? Et donc nous avons, pour les persuader qu'on a raison de venir, il faut être extrêmement d'abord professionnel, vraiment à la hauteur. Alors, je reviens effectivement, et l'expertise aujourd'hui de nos maisons est reconnue, donc c'est un point important. Et puis je reviens encore une fois à la législation aussi. Je veux dire, les Allemands, depuis quelques années, ont tendance à fermer le marché, à contrôler de plus en plus, mais pas pour les bonnes raisons. Je veux dire, c'est, disons, une des grandes... la fluidité des objets, c'est une chose importante. Ça ne veut pas dire pas de contrôle, mais c'est juste... les Italiens, nous aussi, ont montré un exemple un peu radical. Ils ont pratiquement... aujourd'hui, il n'y a plus de marché national. Le marché s'est complètement exporté et il se passe grâce aux anglo-saxons. Et alors, nous, chez Hercurial, on s'est dit très bien... Mais l'Europe, c'est important. Et encore une fois, là, je vais venir aussi à Hong Kong et New York. Mais toutes ces croissances, c'est avec nos propres moyens qu'on le fait. Et en même temps, on s'est dit aujourd'hui, pourquoi laisser l'Europe aux anglo-saxons? C'est-à-dire nous. Alors, quel est le potentiel en Allemagne, justement? Alors, les Allemands, très simple, disons... Depuis quand est-ce que tu as le pouvoir à Munich? Nous avons ouvert à Munich en 2016, donc ça va faire 2 ans, 2015. Qu'est-ce que tu fais comme bilan en 3 ans? On fait un bilan mitigé, disons clairement, c'est difficile, c'est pas du tout l'Italie, c'est pas la Belgique, c'est un pays beaucoup plus, disons... Le fait que je suis allemand et que nous avons aussi des équipes qui sont vraiment intégrées aussi là aide évidemment énormément. Et les Allemands sont nos plus gros acheteurs en Europe. C'est quelle clair. Proportion? C'est 20%, disons, de nos acheteurs d'Europe continentale, c'est plus qu'un tiers. Quelle discipline? Dans toutes les disciplines, justement. C'est extrêmement... Oui, il n'y a pas que les voitures. Dans le classique. Oui, les tableaux, dans le design. Parce que moi, j'ai tendance à penser que les Allemands, on a une antenne aussi à Cologne, et ont du mal à faire confiance aux Français. Hein. La rigueur française, c'est quelque chose qui échappe un petit peu mais justement, c'est... je peux le dire. Oui, mais on commence à... Disons encore une fois, et tu en sais quelque chose, je veux dire, c'est un acheteur satisfait est un vendeur en puissance. Donc pour nous, fidéliser un acheteur, c'est primordial. Tout tient à ça. Hein, je veux dire. Et si on tient un acheteur, on a déjà un très bon client pour l'avenir. Et en termes de vendeurs, justement, les Allemands, ils représentent quoi? L'Allemagne aujourd'hui, disons, je dirais que c'est fluctuant, mais l'Europe, en gros, nos 5 bureaux représentent entre 15 et 20% du chiffre d'affaires. L'Allemagne y est pour un tiers quand même, disons, comme acheteur, oui, mais comme vendeur. Et comme vendeur, moins. Moins, c'est quoi? Et c'est plus concentré sur les voitures. Et moins, c'est quoi? C'est aujourd'hui entre 8 et 10%. Et principalement les voitures. Les voitures. Ouais. Donc mais là aussi, alors on parle juste des difficultés, après je laisse la parole, c'est évidemment l'humain et l'offre. Je veux dire, il y a un gouffre. Et l'amitié franco-allemande est maintenant très ancienne, mais au niveau culturel, il y a quand même encore un gouffre. Je veux dire, quand vous regardez un catalogue Villa Grisebach ou Ketterer,
il y a 95% des tableaux sont invendables ici. Je veux dire, c'est assez surprenant. Tu disais, Alexandre, on n'attend pas les petits Frenchies. Est-ce que quand on essaye de s'exporter, est-ce qu'il faut jouer sur cette dimension très française avec les garanties, etc., ou un esprit très français pour le cas d'une galerie, ou est-ce qu'il faut faire le jeu du local? J'ai pas du tout l'impression, en fait. T'as pas l'impression de... J'ai pas l'impression qu'il faille jouer sur le côté français. Il y a un côté, on va dire, on pouvait l'espérer du moins un côté sexy, mais qui en fait se traduit très vite par, mais en fait le sexy n'est pas rigoureux. Or on parle d'art, donc on parle de choses très 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 sérieuses. Est-ce que beaucoup de tu as gens le même qui sentiment pensent à l'argent. Est-ce qu'il faut venir avec ses atouts, une espèce de frenchitude, ou est-ce qu'il faut jouer le jeu plutôt local, et notamment quand on a une galerie en Belgique, prendre plutôt des artistes belges, essayer de se fondre dans le tissu, ou revendiquer une espèce de voilà, nous on vient de France? Il faut jouer les deux, il faut être naturel, il faut être comme on le sent d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'ai exposé à Bruxelles les artistes français et étrangers dont je pensais qu'il y avait une issue auprès du marché privé et auprès des institutions. Et puis de l'autre côté, j'ai aussi inséré 4-5 artistes belges dans ma programmation. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces artistes belges ont des galeries à l'étranger, ont des programmes d'exposition aussi à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je pense qu'il n'y a pas de jeu à jouer. On a chacun notre personnalité, d'ailleurs. C'est un peu toute la richesse de notre métier. On a toujours dit que les galeries allaient disparaître au moment où les ventes arrivaient, que les réseaux sociaux allaient nous faire disparaître. Et justement, on s'aperçoit que nous sommes toujours là, qu'on a chacun une identité, qu'on a des manières de faire, des manières de fonctionner. Et je crois que c'est vraiment tout. Regarde Gagosian, quand il vient à Paris, même s'il a le Bourget avec un espace pharaonique, mais il s'est mis dans un bâtiment plutôt modeste par rapport à ce qu'il a à Chelsea. Quand Almine Reich ou Barbara Gladstone, à Genève aussi, quand Barbara Gladstone va en Belgique, elle n'a pas un white cube, elle a une espèce de townhouse. Plutôt une espèce d'hôtel particulier à la belge. Donc c'est pour ça Oui, ça c'est vrai qu'en termes d'architecture, on peut plus facilement, on va dire s'amuser ou justement jouer des différences d'architecture. Mais pour en revenir à Gagosian, il est à Chelsea, mais il a gardé une galerie tout à fait bourgeoise sur Madison. Voilà, donc non, c'est pour ça que ça dépend des lieux. Mais je pense quand même que... pour en revenir, après, on parlait des ouvertures dans d'autres pays. Quand on regarde bien, à part New York, qui est quand même très stable, mais les choses changent tellement vite. Par exemple, on a Londres, on ne sait pas s'il faut vraiment ouvrir à Londres, est-ce qu'il faut, avec la nouvelle législation, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. On pense à l'Asie. Hong Kong est pour le moment la place parfaite, c'est le hub régional, mais on voit bien quand même que la Chine continentale essaie d'avancer ses pions tant sur le niveau de la censure que sur les problèmes fiscaux. Et c'est très cher, ça sera de plus en plus cher. On voit bien que Shanghai, là j'ai des amis qui sont en train de faire la foire de Shanghai, je ne savais pas du tout, mais il a fallu envoyer la liste des œuvres 5 mois à l'avance, et un galeriste a eu 4 œuvres qui ont été refusées, et qui n'avaient rien de vraiment politique ou sexuel. Donc si vous voulez, tout ça est très compliqué. Donc ça change énormément, et c'est pour ça qu'il y a des places assez stables que sont Paris, que sont New York. Et si effectivement le marché s'y porte de mieux en mieux, c'est parce qu'il y a quand même une stabilité politique, une stabilité fiscale qui fait qu'on sera quand même des grands classiques. Encore instable, il vaut mieux y aller ponctuellement à l'occasion des foires ou tenir de temps en temps le marteau avec des partenaires locaux. Exactement, et même les foires, on a le choix aujourd'hui. Il y a les 3 grands Basel, même les 2 frises, on voit bien que c'est pas évident pour des raisons multiples et variées. Parce qu'il y en a une qui est à Londres, l'autre qui est à New York, qui est placée dans une tente très très loin. Ils vont tenter une expérience à Los Angeles, dont on sait que c'est vraiment pas une place facile. Tout le monde y a essayé. Et il n'y a pas de galerie européenne qui participe, donc voilà, donc c'est quand même un sujet.
Et je pense qu'après, nous, les galeries, on a le choix. Donc, par exemple, Dubaï, moi, on s'est rencontré souvent avec Roxana. Dubaï, j'ai trouvé que c'était un hub extrêmement intéressant au Moyen-Orient. Ça nous permet de toucher le monde indien, les Iraniens, évidemment le Moyen-Orient. Et puis bon, voilà, avec aujourd'hui les problèmes politiques coupés entre les chiites et les sunnites et vraiment des interdictions soit d'acheter dans telle galerie ou tel artiste, font qu'on n'a plus rien à faire dans cette foire. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement dommage, parce que ça nous donnait une vision de la scène qu'on appelle plus largement Ménassa, qui était vraiment très intéressante. Bon, voilà. Puis maintenant, on nous dit qu'il faut aller au Cap, voilà, qu'il faut aller. Donc c'est intéressant, mais voilà. Donc les choses changent. Donc les foires, c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir un stand une fois. Après, ouvrir une galerie, c'est quand même une autre responsabilité. J'enchaîne sur ce que dit Nathalie, parce que effectivement, pour rapidement répondre à New York et Hong Kong, évidemment, c'est des destinations qui n'ont fait rêver, mais encore une fois, je vous ai parlé de la croissance interne et externe. Là, on est dans la croissance externe, on a une expérience, mais peut-être un peu tôt, en 2007 déjà, 2006, 2007, 2008. Beaucoup trop tôt avec des partenaires à la chinoise qui existent et qui ne sont plus là le lendemain. Donc tout ça, on a mis ça un peu de côté. Ça sera, si l'actionnaire, ici avec l'actionnaire, on décide qu'on y va et qu'il y a une opportunité, on va y aller. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est toujours dans la tête, forcément. Mais aujourd'hui, à l'ordre du jour, par exemple, tu parles du Moyen-Orient, c'est Marrakech. On est présent à Marrakech une fois par an. On fait des ventes à Marrakech. En duplex. En duplex, parce que autrement ce serait malheureusement pas encore possible. Mais ça ouvre effectivement le champ sur l'Afrique, sur ce continent que on aime beaucoup et où il y a un potentiel assez extraordinaire. Et donc une fois par an, toi, tu fais la foire. Nous sommes à Marrakech et nous sommes contents d'y être. Et c'est comme ça un peu des... Et puis nous avons une présence en Israël, nous avons aussi quelqu'un à Pékin, mais disons, c'est des présences plus légères, je dirais, mais il est très important, on est dans le tissu des collectionneurs. Qu'est-ce que les différentes expériences que vous avez eues, maintenant bientôt 10 ans, à l'étranger, qu'est-ce que ça a changé à l'image de vos maisons? Qu'est-ce que ça a changé au chiffre d'affaires de vos différentes maisons? Avant que vous répondiez, on va essayer d'avoir des réponses brèves pour pouvoir laisser un peu de temps à la salle pour une ou deux questions. Super, merci beaucoup. L'ouverture, effectivement, à Bruxelles a augmenté d'à peu près 30% de chiffre d'affaires de la galerie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi les foires qui entretiennent l'augmentation de ce chiffre d'affaires annuel. Je l'ai déjà dit au cours de mon intervention, en disant oui, bien sûr, ça augmente. Disons, aujourd'hui, notre but, c'est 20%, disons, qui vient de... Et je pense qu'on va pouvoir le pousser à 25-30, évidemment. Mais encore une fois, l'Allemagne n'est pas encore là où on pense que ça devrait être. Pensez qu'à l'Allemagne ou... Ouais. Moi, je dirais que il y a eu une augmentation du chiffre du fait de 10-15%, je dirais tout simplement, mais qui est ce à quoi correspond le chiffre réalisé à Bruxelles. Mais sinon, c'est plutôt une consolidation. Notre clientèle y trouve plutôt une confirmation d'un certain dynamisme qui, du coup, leur fait dire venez donc chez nous, plutôt que d'aller voir d'autres, par exemple. Ça a fait de vous des marques? Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire aussi, sans vouloir prendre un petit peu de temps, mais c'est qu'il y a une autre possibilité, c'est le partenariat. C'est-à-dire qu'une marque, et je vais encore parler d'Arcurial, mais je suis un très bon VRP, a intérêt à exister pour elle-même. Une marque comme Milon, qui n'a pas évidemment cette capacité à rassembler autant, pour l'instant, on va faire autant de publicité, elle a peut-être intérêt à essayer de s'associer à des compétences locales et à ne pas refuser de voir des labels s'associer. Et je pars du principe que je vais mettre une génération à être connue, ou en tout cas à être légitime dans un territoire qui ne me connaît pas. C'est ce que disait Donc, Nathalie, du coup, je préfère aller voir à New York ou pas. Voilà. Aussi ça. À New York, par exemple, je pense que vraiment, ça n'aurait aucun sens d'y aller en disant coucou, nous voilà. Il vaudrait mieux essayer de s'associer avec des gens qui sont présents historiquement. Très bien.
Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions. On va prendre peut-être une question de la salle. Désolé, on a pris un petit peu de retard pour nos intervenants. Si quelqu'un... Bonjour. Pour que Paris puisse gagner le monde, pensez-vous qu'il faudrait qu'il y ait une visibilité plus importante des artistes français au niveau mondial et international? Ou alors est-ce que l'offre culturelle parisienne, qui représente de nombreux artistes étrangers, va suffire à attirer dans le futur une clientèle étrangère de plus en plus importante? Alors, donc la place des artistes français sur la scène internationale, c'est un vaste sujet, mais qui va de mieux en mieux, je dirais, puisque je le pratique quand même assez bien. Donc les aides, qu'est-ce que vous appelez des aides? Vous savez, les aides, je pense que ça, c'était quelque chose qui nous a bien pénalisés. Je ne vais pas vexer personne, mais enfin, moi, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, il fallait avoir pour un artiste le tampon AFA, ça s'appelait l'Association française des affaires artistiques, je ne sais plus, enfin, qui dépendait du ministère des Affaires étrangères, et je pense que c'était presque un handicap, cette manière un petit peu désinvolte et décidée comme ça d'imposer des artistes français dans des circuits à l'étranger, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs les premiers, les plus reconnus, et ça ne marchait pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, on devrait, entre effectivement certaines aides venant du ministère des Affaires étrangères, mais surtout avec les galeries, il faut qu'on nous fasse confiance. On est les meilleurs VRP de notre métier. Je le dis à chaque fois. Je veux dire, nous voyageons quand même beaucoup, nous avons une connaissance de la situation, du marché, des musées qui sont importants, qui ont des trustees qui peuvent aider à développer des expositions, des acquisitions. Donc je pense qu'il doit y avoir une entente beaucoup plus importante entre les galeries privées et les responsables institutionnels qui veulent justement faire avancer la cause des artistes français à l'étranger. Mais cependant, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, il y a de plus en plus d'expositions d'artistes français. Ils véhiculent aujourd'hui, la nouvelle génération, une image tout à fait positive. Je pense que c'est aussi grâce à eux. Ce sont des artistes qui sont allés vivre à l'étranger. Parfois, ils ont bénéficié de bourses, ils parlent anglais, ils ont une mobilité. Enfin, ils comprennent qu'il faut aller, un peu comme nous faisons, aller de l'avant pour pouvoir s'impliquer et pour pouvoir avoir une carrière sur le long terme.